Bonjour à toutes et à tous, je suis Nicolas James, journaliste au Journal du Net. Alors au cours de cette table ronde, on va parler d'un sujet qui vous intéresse sûrement tous, dans la mesure où j'imagine que beaucoup d'entre vous travaillent aujourd'hui avec Google. Les moyens qui s'offrent aujourd'hui aux annonceurs et aux e-commerçants pour s'affranchir justement de la Google dépendance. En quelques chiffres, Google aujourd'hui c'est près de 90% du marché du search. Les campagnes de liens sponsorisés, c'est quasiment 50% des investissements en e-pub. Donc on le voit, Google, c'est un partenaire qui prend de plus en plus de place. Le problème, c'est que ce partenaire aussi, on voit qu'il commence à s'intéresser à des problématiques d'e-commerce, que ce soit l'e-tourisme, que ce soit le shopping. Et dès lors que l'un de vos principaux apporteurs d'affaires devient votre concurrent, ça devient forcément problématique. Donc on va discuter de tous ces sujets-là avec nos panélistes. Je vais peut-être vous laisser vous présenter tous les trois. Il y a un quatrième qui va nous rejoindre en cours de route. On va peut-être commencer par Ilan. Est-ce que vous pouvez présenter votre société et nous expliquer quels sont aujourd'hui vos rapports avec Google? Je me rappelle que vous m'avez expliqué que quand vous avez lancé Travel Factory en 2005, le budget pub online était à 100% misé sur Google. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Alors, bonjour tout le monde. Moi, je suis Ilan Koskas, je suis directeur marketing et e-commerce du groupe Travel Factory. On édite deux marques grand public. La première spécialiste du ski qui s'appelle travelski.com, qui a un peu plus de 10 ans d'existence maintenant, dont parlait Nicolas tout à l'heure, créé en 2005, et locatour.com, qui est un des pionniers de la location de vacances, qui est, elle, spécialiste de tout ce qui va être location de vacances en France, en Espagne et en Italie maintenant. Google, effectivement, comme tu le disais, en 2005, et c'était une époque qui le permettait, quand on a lancé travelski.com, on avait une stratégie qui était purement 100% Google. L'avantage était simple, on investissait lundi et on avait le résultat mardi de nos investissements. Au fur et à mesure des années, on a effectivement travaillé la diversification parce qu'on se rend très vite compte qu'avoir une seule corde à son arc, c'est très risqué, comme tout bon gestionnaire aujourd'hui, et d'autant plus que Google, au fur et à mesure des années, change les règles du jeu systématiquement du business. Et parfois même, en tout cas pour mes confrères, deviennent des concurrents en soi directement. On a aujourd'hui dans les investissements, tant en SEO qu'en SEM sur AdWords, etc., il y a des règles du jeu qui sont en constante évolution et la vérité d'hier n'est pas celle de demain. Et donc on se doit d'aujourd'hui, nous, de diversifier notre acquisition de trafic aujourd'hui. Et on peut le voir aussi sur la partie AdWords, puisque Google, il faut le dire parce que tu en as parlé tout à l'heure, c'est 90% de part de marché en France. Et s'il a réussi à s'imposer à ce niveau-là, c'est par la pertinence de ses résultats. Et nous, d'un point de vue annonceur, c'était par la pertinence de son business model, qui était capable d'allier volume et rentabilité. Mais on arrive aujourd'hui dans un schéma où les CPC sont en constante évolution au fur et à mesure des années. Ils vont prendre, et chiffres Google, sur le travel et sur nos secteurs, entre 10 à 20, voire 25% d'augmentation par an. Malheureusement, on n'a pas les taux de conversion et les paniers moyens qui augmentent dans les mêmes ratios. Et donc, forcément, sur le canal Google, les marges s'érodent. Et donc, on se doit, nous, d'aller chercher aujourd'hui de nouveaux canaux d'acquisition et être malin dans l'acquisition de trafic au quotidien. Et on arrive aujourd'hui en 2015 avec une stratégie sur laquelle, certes, Google, et je pense que c'est le cas de tout le monde dans la salle, a une part dans le business qui n'est pas négligeable, mais sur lequel, nous, on va aujourd'hui travailler sur toute la différenciation et le travail d'acquisition autour. On va en parler. Michael, vous êtes directeur général France d'Hotels Combine. On a un peu discuté avant la conférence et vous disiez de manière assez impertinente qu'en fait, pour vous, il n'y avait pas vraiment de Google dépendance, que vous doutiez un peu de ce sujet. Vous. Non, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Michael Kilfen, je suis directeur général France pour Hotels Combine. Quelques mots sur Hotels Combine. On est un MetaSearch hôtelier. Donc un comparateur de prix, on est une société australienne, on est présent dans 15 pays aujourd'hui physiquement. On a un site en 40 langues et 120 devises. Et effectivement, aujourd'hui, nous avons plusieurs canaux de distribution, de commercialisation et d'acquisition de trafic sur le net, dont l'achat de mots-clés. Et c'est vrai que j'avais envie de dire, moi j'ai lancé eBookers en 2000 en France, Google n'existait pas. On faisait des choses malignes, on essayait de générer du trafic et de la notoriété de différentes façons, que ce soit en marketing offline, que ce soit en partenariat, que ce soit en échange de liens, et ça marchait bien.
En 2003, j'ai lancé hotels.com sur la France. On a commencé à investir. L'achat de mots-clés, le mot-clé moyen était à 40 centimes. Donc on avait encore des possibilités de gagner de l'argent sur nos achats de mots-clés. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pour moi, la Google dépendance, c'est un sujet dans le sens où aujourd'hui, un directeur marketing qui fait un plan marketing 100% sur l'achat de mots-clés, je pense qu'il faut le virer, il faut en trouver un autre. Parce que c'est pas ça le marketing, c'est pas ça l'acquisition de trafic et c'est pas ça la création de marque. Alors on a également Lucas Gerini qui est directeur e-commerce de Michelin de l'activité restauration depuis peu. Est-ce que vous partagez le constat aussi tranché de Michael ? Alors bonjour à tous et à toutes. Donc oui, Lucas Gerini, je suis le directeur e-commerce chez Michelin côté restauration. En fait, je crois que tout le monde connaît un peu les guides Michelin, bien évidemment, dans le domaine de la restauration. Effectivement, maintenant, Michelin est devenu un site de réservation de restaurants en ligne. C'est quelque chose de nouveau, pas tout le monde savait ça. Donc ça fait, comme annoncé, ça fait effectivement pas longtemps que je travaille chez Michelin. Google, aujourd'hui, c'est un ami, c'est effectivement un partenaire, mais on se retrouve dans une logique qui est un peu différente, par exemple, du monde de l'hôtellerie ou du monde des vols, parce que Google n'est pas vraiment rentré dans ce monde de la restauration. Il a eu un achat il y a très longtemps d'une guide des voyages, mais effectivement, dans ce monde de la restauration, Michelin, il a une vraie identité et surtout, il peut être précurseur et créateur de ces nouveaux marchés, qui, comme je disais, elle est encore vierge. Philippe vient de nous rejoindre. Est-ce que vous pouvez présenter la marque Locasun ? Alors, bonjour à tous. Donc, Locasun, c'est une société de location de vacances qui est sur le web depuis une douzaine d'années. Et nous, très tôt, on a été, je crois, en France, un des premiers clients dans le tourisme de Google AdWords. Mais très vite, on s'est rendu compte qu'il fallait être super prudent parce qu'on a tous tendance, là j'ai un concurrent qui est ici, on se bat comme des petits fous et on donne toute notre marge à Google. Donc je suis super content que toutes les marges des entreprises françaises partent en Californie. Mais le but, c'est d'essayer de conserver un peu de marge pour nous. Donc très très tôt, il y a 6 ou 7 ans, on a vraiment essayé d'arrêter de faire des AdWords, d'arrêter de se battre sur uniquement ce créneau-là. Et on a essayé de trouver justement d'autres leviers, donc on en parlera peut-être tout de suite. Alors justement, on va commencer avec Ilan. Ce fameux plan 2015, est-ce que vous pouvez nous dire quels vont être les axes stratégiques dans votre stratégie de communication ? Est-ce que ça va être plutôt de travailler les visites directes sur site, la préférence de marque ? Alors, en 2015, sur nos marques, Travelski et Locatour, l'objectif, effectivement, c'est cette partie de diversification et de renforcer toute l'acquisition de trafic qu'on a aujourd'hui. Alors certes, Google est une base chez nous, c'est plus une base qui a des croissances énormes, on la travaille, on continue de l'optimiser, mais tout le travail va aller diversifier cette acquisition de trafic comme on l'a fait depuis des années. On a aujourd'hui travaillé sur toute la première partie qui est accessible par tout le monde et la plus simple, on va dire toute la partie affiliation, aller chercher tout ce qui va être comparateur de prix, tout ce qui va être guide de voyage, tout ce qui va être site d'avis de consommateurs, etc., etc., pour diversifier l'acquisition online. Mais on va dire qu'on reste quand même Google dépendant par cette partie-là de façon indirecte, puisque tout ce trafic qu'on achète, ce sont sur des sites qui sont eux aussi Google dépendants et qui ont une grosse partie de leur acquisition de trafic online. Et donc on doit aller encore un cran plus loin. Et c'est là où dans la diversification de la société, on a travaillé sur plusieurs leviers. Le premier, qui est un levier très très important, c'est toute la partie CRM, fidélisation client et emailing. Aujourd'hui, avant de chercher à acquérir de nouveaux clients, il faut déjà essayer de fidéliser les nôtres. Et c'est un énorme canal. Et qu'en plus, aujourd'hui, toute la data que l'on peut collecter nous permet d'alimenter cette stratégie de fidélisation en temps réel et d'avoir une stratégie RFM, mais même, je dirais, une stratégie IRFM au quotidien pour adapter les propositions qu'on va faire à nos clients. Et dans la diversification de l'entreprise, il faut savoir que Locatour distribue également ses produits en agence de voyage par l'intermédiaire de ses brochures. Et sur cette base-là, on sait aujourd'hui travailler notre fidélisation client pour les toucher non seulement online, mais aussi offline. Pour toucher également nos clients en boîte aux lettres par un modèle qui semblait être un modèle
dépassé. En 2005, quand on en a parlé, on n'ira jamais sur du offline. Mais aujourd'hui, on touche nos clients également en boîte aux lettres par l'intermédiaire de brochures, de tirés à part, etc. Et force de ce constat, qu'est-ce qu'on remarque après avoir mis en place une stratégie pareille? C'est que vous avez un peu plus d'un tiers des clients fidélisés qui n'ont pas ouvert les mails qu'on leur a envoyés en termes de fidélisation, qui n'ont pas ouvert toute la communication avec le travail de personnalisation, etc. de l'offre, qui ne l'ont pas ouvert pour se concentrer, justement, ils ont été touchés par un autre biais aujourd'hui. Et l'association de ces biais est très importante pour la fidélisation. Vous disiez que l'une des grandes forces de Google, ça avait été justement de donner des résultats rapidement après les campagnes. Par exemple, sur du mailing classique, on peut imaginer que vous manquez d'indicateurs de performance, non? Ou vous arrivez malgré tout à savoir qui vous avez touché et comment? Tout à fait, puisque derrière, on va mesurer, puisqu'il y a des offres particulières qui sont faites aux clients. C'est le principe, essayer de toucher le client par la bonne offre, au bon moment. Ce n'est pas ça ce que je vais dire, mais qui est moins facile à réaliser, en particulier sur la partie mailing, et qui nous permet de mesurer en aval ce qui a été réservé et par quel biais les clients ont été touchés aujourd'hui. Et donc ça permet. Et le troisième canal qui a été aussi développé de façon importante, c'est toute la distribution dans les différents comités d'entreprise, puisque c'est un secteur et c'est un levier qui est aujourd'hui très important, en tout cas dans le monde du tourisme. Et on renforce notre présence dans les CE, qui nous permet d'accroître l'accès direct sur les sites internet et qui nous permet d'accroître les ventes sur la marque. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au lieu qu'on donne une grosse partie de la marge à Google, comme le disait Philippe tout à l'heure, on va la donner au client. Et on va faire un client satisfait d'emblée, qui est déjà, pas dire quasi fidélisé, mais presque, puisque au lieu de donner 10-15% de ma marge à Google, je vais la donner à mon client. Donc le client va avoir un sentiment de base d'acheter une prestation à un tarif préférentiel et unique. Donc il y a un lien particulier avec la marque Locatour aujourd'hui. Et moi, en tant qu'annonceur, je préfère donner ma marge à mon client plutôt que de la donner à Google. Michael, est-ce que vous partagez cette vision de l'importance de cultiver la relation entre la marque et son client? Oui, tout à fait. Enfin, je pense que c'est ce qu'on essaye tous de faire d'une manière ou d'une autre. La fidélisation est très importante. Dans notre secteur, dans mon secteur d'activité, c'est la technologie qui est important. Parce qu'en fait, à la fin de la journée, pourquoi aujourd'hui on va être tous sur Google quand on cherche quelque chose? Parce que comme on dit en anglais, you don't second guess Google. Vous n'allez pas aller sur Bing, vous n'allez pas aller sur Yahoo lorsque vous n'avez pas trouvé un résultat qui vous convenait sur Google. Aujourd'hui, sur Hotels Combine, on est une boîte de technologie, on travaille avec plus de 20 000 sites affiliés dans le monde, dont de très gros meta-search en France, je n'ai pas le droit de les citer malheureusement, mais également du simple blog, des sites médias, etc. Et donc toute notre stratégie, elle est à l'origine basée sur l'affiliation. Et ça, c'est vraiment un côté qui est vraiment important. Après, nous avons aussi une stratégie télé, je pense qu'on en parlera tout à l'heure, et également une stratégie d'acquisition mobile et une technologie de personnalisation sur le site aujourd'hui qui permet justement de fidéliser ce client et de lui adresser des offres qui lui conviennent. Sur la question du mobile, moi j'ai l'impression que l'hégémonie de Google sur mobile, elle est moindre que sur le desktop. Est-ce que le basculement des usages peut être justement un moyen de s'affranchir de cet aspect-là? Déjà aujourd'hui, le CPI, donc le coût par install sur mobile, est inférieur à un coût d'achat de mots-clés sur Google, me concernant. Et lorsque vous avez une application mobile sur votre smartphone, vous allez l'utiliser. Vous n'allez pas faire une recherche sur Google pour, par exemple, faire une recherche d'hôtel. Donc clairement, oui, pour répondre à ta question, je suis entièrement d'accord avec ça. Lucas, vous me disiez que le site avait été lancé il y a un peu plus d'un an et demi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer finalement comment... Parce que c'est vrai qu'on connaît les Michelin via le guide Michelin, on connaît un peu moins via le site de réservation online. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle a été la stratégie de communication et d'acquisition de... Donc alors, comme je disais, effectivement, la restauration, c'est, entre guillemets, un nouveau métier en ligne. Il n'y a pas beaucoup de concurrents, donc effectivement, il y a tout un marché à prendre. Justement, la démarche des Michelin, c'est, étant quand même un guide de la restauration, c'est physiologique de passer effectivement à la deuxième étape, qui c'est celle de la réservation en ligne. Au niveau des stratégies, alors moi je préfère parler de l'année 2015 et après l'année 2016 parce que c'est complètement différent. Aujourd'hui, en 2015, on est dans une phase de complète transition. On passe dans un modèle, si on peut dire papier, à un modèle effectivement digital. Et en plus, on ajoute un nouveau élément qui c'est pas anodin, c'est un bouton de réservation.
J'ai simplifié pour dire pourquoi je dis ça. Parce qu'effectivement, le 2015, c'est une année de construction. En fait, c'est une année d'éducation. Dans le sens que Michelin, entre guillemets, quand on a un nom comme Michelin derrière, c'est facile d'un côté, mais c'est très compliqué de l'autre parce que l'utilisateur, l'usager, il a effectivement des attentes. Donc, l'idée, bien évidemment, c'est tout d'abord retravailler ce qui est nous, toute la partie technique, entre guillemets, le retravail des sites, de travailler sur des chantiers comme la conversion, parce que de toute façon, naturellement, on a la chance d'avoir des personnes, des visiteurs qui viennent. Donc, effectivement, il faut capitaliser sur cette personne. Et comme conséquence, c'est bien évidemment varier les canaux d'entrée. Aujourd'hui, Google, je disais, c'est un ami parce qu'effectivement, comme on n'a pas lancé vraiment beaucoup de leviers, donc on dépend, entre guillemets, de notre nom et de Google, parce que de toute façon, les gens ils vont taper Michelin Restaurant ou Michelin Restaurant à Paris sur Google, bien évidemment. On ne dépense pas beaucoup un PPC, un SEA. Ça reste quand même des chiffres assez conséquents. Mais derrière, tous les gros travail, c'est bien évidemment sur l'analyse, la segmentation de ses clients et après, bien évidemment, les desservir avec les bons produits, les bons restaurants au bon moment. Donc, tout un gros travail des PRM, des CRM qui complète la vision. 2016, voilà, c'est là qu'on va jouer en fait dans la cour des grands, comme on peut dire, parce qu'on aura mis en place toutes ces parties-là. Philippe, si j'ai bien compris, je crois qu'aussi également ce travail de synchronisation du PRM et du CRM, c'est quelque chose d'assez important chez Locasun. Et si je dis pas de bêtises, l'objectif, c'est aussi d'essayer d'atteindre un mail pour un client, enfin en tout cas d'atteindre la personnalisation de l'emailing. Oui, alors ça, c'est le rêve de tous les marketeurs. Donc, on entend tous parler de la big data, etc. Donc, on va s'y mettre également. Mais je trouve que tout ça, c'est très technique. Alors, on va s'y mettre, on va le faire comme vous tous ici. On est un peu tous des moutons, donc on va le faire super. Voilà, il faut le faire, donc on va le faire. On va chacun faire le super message qui arrive au super client. On va également adapter nos sites web. Chaque client aura son site web. Bon, ok, tout ça, c'est très bien. Mais à mon avis, moi, ce qui nous manque tous, à nous tous, faut un petit peu repenser les fondamentaux et redevenir un petit peu créatif. Si on ne donne pas ce petit supplément d'âme, on va un petit peu lasser et emmerder tout le monde. C'est la raison pour laquelle nous, l'année dernière, on a vraiment mis les 3/4 de nos moyens dans un nouveau site. On a tout refondu. Notre site avait 6-7 ans, il était ringard, il était vieux, il était pas beau. On a mis tout notre pognon, on a mis toutes nos forces vives dans le nouveau site. Et mine de rien, bon, le nouveau site a 3 mois, mais mine de rien, le taux de concrétisation s'est amélioré déjà de 20%. Et en fait, tout simplement parce qu'il est plus ergonome, il est plus joli, il est plus rapide. Le moteur de recherche, on a super bossé dessus. Et du coup, on en a tout de suite les fruits. Et il y a également autre chose sur lequel on va essayer de bosser un peu, nous, c'est les relations presse. On n'en faisait pas du tout. On essaye de créer des événements, on essaie de créer des baromètres, on donne à manger aux journalistes, ils aiment bien ça. On a créé la guerre des stations de ski, on a fait un classement des stations de ski. Alors, je me suis fait engueuler par les dernières stations de ski. Les 3 premières ne m'ont pas félicité, mais au moins ça a eu un écho un petit peu partout. Et voilà, c'est ce genre de choses. Il y a 15 jours, il y a eu une cérémonie où on a gagné le Travel d'or. Dans notre métier, c'est important. Où Locasun a gagné le prix du meilleur site. Ça, c'est grâce à tous nos investissements. Et juste avant moi, il y a eu le patron d'une compagnie aérienne qui a gagné aussi. Il a voulu faire le buzz, je vous jure que c'est vrai. Il a montré son cul à tout le monde. Voilà, il était en string, il avait prévu son truc, il a montré son cul à tout le monde. Alors moi, je suis pas prêt à le faire. Mais si vous voulez être prêt à le faire en tant que marketeur ou votre patron, s'il est prêt à le faire, je pense que ça peut faire parler de vous. Il y a Richard Branson, par exemple, lui, il se déguise en hôtesse. Bon, il faut un petit peu repenser à tous ces trucs-là pour créer un petit peu des événements et ça peut faire parler de votre marque. Nous, dans notre métier, il y a Airbnb qui arrive comme un fou. Ils sont absolument pas bien référencés sur Google. Ça les empêche pas d'avoir en 3-4 ans un trafic de dingue parce qu'ils ont été créatifs. Est-ce que vous partagez cette vision extrême du guérilla marketing Est-ce que, Ilan, vous seriez prêt à aller de telles extrémités, par exemple, pour faire parler de la marque? Et ce que dit Philippe, c'est vrai à 100%. Aujourd'hui, on doit se différencier aujourd'hui pour créer la marque. Aujourd'hui,
en parler un peu mieux que moi, vous bossez beaucoup à la télé, mais aujourd'hui, la construction de marque, c'est, on va dire, l'émancipation ultime par rapport à Google. C'est ce qui va nous permettre de créer le réflexe chez l'internaute pour venir directement online. Alors, il y a différentes méthodes qui existent, mais effectivement, aujourd'hui, il faut être présent dans les médias, il faut être présent dans la tête des gens. On peut faire plein de choses qui sont malignes. On n'est pas obligé d'aller chercher tout de suite la campagne télé sur TF1 parce que derrière, les tickets d'entrée sont énormes, sont très importantes, etc. Même si demain, des campagnes télé bien travaillées peuvent amener aussi beaucoup de trafic. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de travail à faire, que ce soit sur des partenariats, que ce soit sur de la radio, que ce soit sur de la presse, que ce soit sur... Mais il faut être effectivement disruptif. Il faut avoir aujourd'hui les éléments qui vont faire qu'on va sortir et que nos amis journalistes vont bien vouloir faire en sorte de parler de l'événement et parler de nous. Et ça, en fait, on revient à la base du business model de l'entreprise. Qu'est-ce qui vous différencie des autres ? Que ce soit dans le business model ou que ce soit dans votre communication au quotidien. Et c'est là où il faut travailler pour sortir de tous ces leviers technico-marketing qu'on a online, puisque de toutes les façons, les nouveautés, au fur et à mesure, elles s'essoufflent. Vous prenez le retargeting sur Criteo qu'on connaît tous. Quand ça a été lancé au départ, il y avait une très bonne performance. Aujourd'hui, on est arrivé à quelque chose qui s'essouffle parce que le consommateur est habitué à ça, parce que le consommateur commence à comprendre comment ça fonctionne, il est moins touché. Et donc, voilà, il y a une nouveauté marketing aujourd'hui. Il faut qu'on mette un email par internaute, il faut qu'on personnalise nos sites internet. On va le faire, mais derrière, soyons disruptifs dans notre communication, créons la marque, créons le territoire de marque, créons de la notoriété, et c'est ça qui fera qu'à long terme, on pourra effectivement s'affranchir de Google et créer une vraie marque autour. On a la chance d'avoir Mickaël qui a massivement investi en télé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu pourquoi est-ce que vous avez été sur ce canal-là ? Ouais, avant de parler de la télé, moi je voudrais abonder dans le sens de mes collègues, dans le sens où on oublie de parler de création de marque. On parle... Parce que Google ou l'achat de mots-clés, c'est un aspect de votre stratégie marketing, mais ce n'est pas votre stratégie marketing. Et donc, pensez création de marque. Moi, j'ai créé une marque en France qui s'appelle liligo.com en 2005. Aujourd'hui, vous la connaissez tous. Et je peux vous dire qu'à l'époque, les achats de mots-clés sur Google, ça faisait une petite partie de notre plan marketing d'acquisition de trafic. Maintenant, pour parler de la télé, nous, chez Hotels Combine, donc on a investi 4 millions d'euros en télé l'an dernier. Et on gère nos achats de mots-clés comme sur Google. Et on s'est retrouvé avec des coûts par spot, des coûts par visite, pardon, sur certains spots, à moins de 10 centimes, à moins de 40 centimes sur certaines chaînes. Et donc ça aussi, il faut y penser. Parce qu'aujourd'hui, un plan, on va dire un premier investissement télé, pour 100 000 euros en TNT, vous avez déjà une très belle campagne, si vous avez une bonne agence et si vous avez également, encore une fois, une bonne marque. Donc ça, c'est vraiment un aspect important. En fait, n'importe quelle action marketing que vous allez faire, demain vous faites de l'affichage sauvage, il faut calculer, il faut mesurer, et justement, et c'est ce que je pense aujourd'hui que le SEM nous a appris à faire, c'est à mesurer les retours en permanence de tout ce qu'on fait. Si je distribue des sacs à l'entrée du salon, j'ai investi, mettons, dans 2000 sacs ou 10 000 sacs, combien de connexions je vais avoir sur mon site ? La petite dame qui distribue des chocolats à l'entrée, elle scanne votre badge, donc elle fait du emailing. Et donc par rapport à ça, elle va calculer un taux de retour. Et donc ils vont voir si les chocolats étaient rentables en fait en action marketing. Donc toujours penser évidemment en rentabilité, mais dans un objectif de création de marque. Parce qu'en télé, on parle de plus en plus de Direct Response TV, si j'ai bien compris. Il y a de plus en plus d'outils pour mesurer la visite en site et même la conversion. Ouais, il y a des outils, il y a des bonnes agences. Aujourd'hui, une agence qui vous parle GRP, qui vous parle, on va dire à l'ancienne mode, comme dans les années 80, il faut les oublier, il faut travailler avec des gens qui vous disent, voilà, aujourd'hui, par rapport à votre budget, par rapport à votre marque, et par rapport à ce qu'on va faire, on pense avoir un coût par visite de 1 euro, 2 euros, 10 euros en fonction de votre business. Ouais. Il faut réfléchir comme ça. Ouais. Il y a tout un pan de l'écosystème web dont on n'a pas trop parlé, c'est les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, on voit qu'ils draguent de plus en plus les e-commerçants. Est-ce que pour vous aujourd'hui, par exemple, Luca, ces plateformes-là, c'est plutôt pour faire du branding, de la préférence de marque, ou on peut aussi également être dans une perspective d'acquisition sur ces... Alors donc, tout ce qui est réseaux sociaux, moi j'ai rejoint Philippe, pas sur la partie montrer son derrière, j'ai rejoint sur la partie aller sur... Désolé, c'est ce que j'ai retenu en fait. En fait,
aller au basique, refaire les basiques, être très bon sur ce qu'on ne sait pas faire, donc les bases. Donc on parle d'avoir des sites web qui sont performants. Là, c'est vrai qu'on parle technique, parce qu'à la fin, en fait, c'est très simple. Il faut donner à l'utilisateur ce qu'il recherche. Après, si on passe par des leviers d'acquisition, du retargeting, de l'email retargeting, du Google, tout ce qu'on veut, ça c'est un autre sujet, mais il faut répondre aux clients. Les réseaux sociaux, c'est, mon point de vue aujourd'hui, c'est sympa, d'accord? Ça permet de parler, effectivement. Mais comme je suis dans une optique plutôt héroïste pour l'instant, donc dans une optique de création, de construction d'une offre, les réseaux sociaux, c'est un add-on, quelque chose en plus. C'est comme les bases. Ça fait partie, bien évidemment, de la stratégie, mais on ne va pas y perdre trop de temps. Philippe, vous voyez aussi les réseaux sociaux comme un add-on, pour reprendre l'expression de Lucas? Alors, nous, de notre côté, on a créé, on utilise principalement Facebook. On a créé, évidemment, sur notre marque propre, on essaie de l'animer. Donc, 2-3 fois par semaine, on publie des infos, on publie des promos, mais c'est surtout pas mal d'infos. On a aussi déposé des marques spécifiques, qui sont pas vraiment des marques, mais on a déposé j'aime le ski, j'aime l'Espagne, j'aime la Méditerranée, tout un tas de choses comme ça. Et ça réagit pas mal. Donc, notre marque n'apparaît pas, elle arrive en second niveau. Et on fait tout un tas d'animations comme ça sur des destinations touristiques. Ensuite, pour le lancement du nouveau site, on a fait faire des vidéos très sympas en time-lapse, très jolies, très, très pures. Et on utilise Facebook pour les diffuser. Et ça nous permet de toucher, pour vraiment pas très cher, une cible intéressée dans les différents secteurs de voyage. Donc le ski, la campagne, la ville, etc. Voilà, on tâtonne un peu. Juste sur les pages, les pages que vous mentionnez, j'aime le ski, j'aime l'Espagne, le but c'est quoi en fait? C'est de créer une communauté, du contenu autour de cette communauté? Voilà, c'est vraiment de créer des communautés, on les alimente avec du contenu, parce qu'on a tous les visuels, on a tous les guides touristiques pour chacune des villes, donc on crée des communautés qui aiment le ski notamment, c'est souvent une communauté très forte. L'Espagne, on est assez surpris, ça fonctionne très bien. Donc on crée des communautés, on met 8 fois sur 10, on met du contenu pur, et puis 2 fois sur 10, on balance des petites offres sympathiques. Pas du branding bête et méchant en fait, c'est vraiment créer du contenu intéressant, et derrière la brand. Pas de marque, la marque c'est pas bien, c'est publicitaire, c'est pas beau, ça fait pas rêver, c'est trop commercial, donc le moins de marques possible. Ilan? Mais c'est effectivement, Facebook on s'en sert aujourd'hui, si on cherche à faire du ROI, la rentabilité, du volume sur Facebook, on s'est trompé de canal. Ça délivre quelques ventes, des petits volumes, une légère rentabilité, mais c'est surtout pour nous un outil qui nous sert à parler à notre marque, à parler à nos fans aujourd'hui. Dans nos fans, il y a pas mal de nos clients, mais pas que. Ça permet de leur parler, et pas de leur parler de la marque, de leur parler de la passion commune qu'on a ensemble, que vont être le ski, par exemple, qui est un environnement sur lequel on peut énormément parler, de leur montrer les dessous de la marque, leur expliquer comment est-ce que ça fonctionne quand vous allez avoir les gens de l'entreprise qui vont aller directement en station pour repérer les produits, pour repérer les différentes choses qui vont être demain sur le site internet. En général, ça se passe en live sur Facebook. Ils sont là, ils prennent les photos, ils publient. On a tous nos réceptifs en station qui donnent l'actualité des stations. Et c'est partager justement cette passion du ski avec nos fans et avec nos clients, nos prospects, avec les gens qui nous suivent aujourd'hui. Et c'est là où on arrive à fédérer une communauté, à fédérer de l'échange avec ces gens-là, et c'est un réel outil de fidélisation et de construction de marque. Maintenant, aujourd'hui, on fait une conférence sur la Google dépendance. Plus le trafic va basculer sur mobile, et on refera une conférence sur la Facebook dépendance dans quelques années. Parce qu'aujourd'hui, le Facebook est une des premières applications utilisées sur mobile par la quasi-totalité des gens. Et demain, ce sera un problème, puisqu'on a des fonctionnements qui sont similaires, des algorithmes qui changent, on a de plus en plus de mal à toucher notre communauté, etc. Ça sera demain une autre problématique. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui justement misent beaucoup sur les fameux formats d'app install de Facebook qui captent une majeure partie des investissements pubs sur mobile? Non? Pas trop? Oui, ça fait partie des choses qu'on teste actuellement. J'ai pas vraiment de retour à partager, donc je ne vais pas m'épancher là-dessus. Mais par contre, il y a une chose dont on n'a pas beaucoup parlé, et j'apprécie Philippe que tu en parles, c'est le content marketing.
Parce qu'aujourd'hui, c'est une chose que nous, on fait énormément en Asie, ça se fait énormément en Asie-Pacifique. Ça se fait un petit peu moins en Europe parce que nos médias sont encore sur des formats de ce qu'on appelle plus bidirectionnels, donc ce qu'ils faisaient déjà dans le print. Et aujourd'hui, en Europe, je le fais un petit peu sur l'Espagne également, ça fonctionne plutôt bien. L'idée, voilà, c'est de parler de contenu, de parler pourquoi votre marque est faite, mais sans parler spécifiquement de votre marque. On n'est pas là pour faire de la réclame. Et en tout cas, je vois, sur la Scandinavie, on a fait un partenariat avec une boîte qui ne fait que ça. Donc c'est un magazine online qui s'appelle Netavision, qui est norvégien. Et il nous envoie quand même, je dirais, allez, je ne vais pas dire de bêtises, je crois que c'était dans l'ordre de 100 000 clics, 100 000 utilisateurs uniques par mois. Ils construisent des articles sur des destinations, par exemple. Ils vont dire, voilà, le top 5 des destinations en Europe, donc premier volet Paris. Et derrière, ils vont faire des liens profonds vers le site d'Hotels Combine. Et ils génèrent du business. Et ils ne vivent que de ça. De l'autre côté, ils ont leur magazine journalistique, on va dire conventionnel. Mais ils ont des catégories sur leur site où le seul objectif de la rédaction de contenu est la génération de business. Et ça encore, on ne sait pas encore assez le faire en France. Il y a quelques petites pépites qui commencent à le faire, mais elles n'ont pour l'instant pas beaucoup de trafic. Mais en tout cas, le content marketing, que ce soit après relayé sur Facebook ou sur des médias, est une façon de présenter votre marque différemment et de générer du trafic dans un outil différent. En termes de content marketing, on a quand même une des plus belles réussites françaises avec Michelin qui à la base est fabricant de pneus et qui a fait justement du guide Michelin une institution en France. Luca, vous justement, vous poursuivez cette démarche-là aujourd'hui avec la partie restauration. Alors effectivement, on a la chance d'avoir un contenu déjà formidable à la base, qui est dans cette nouvelle logique effectivement de la réservation en ligne, elle va être utilisée de façon différente justement. On n'est plus uniquement dans la consultation, quand on parle des guides Michelin, du Michelin restaurant, on a besoin du conseil. On est dans les conseils. Donc ces conseils, effectivement, il fait partie intégrante, c'est le cœur, effectivement, de l'activité. Et autour de ces contenus, il y aura bien évidemment la réservation qui va s'ébrancher. Donc, en plus, ce contenu est riche. Donc, le marché de la restauration, du contenu de la restauration, il est très varié aujourd'hui parce qu'il y a plein d'acteurs. Je prends par exemple, les foodings, qui c'est un très bon exemple, c'est un super site, les bonbons, où on a du conseil. De l'autre côté, on peut avoir la fourchette, du Groupon qui font du prix. De l'autre côté, on se retrouve avec un Michelin restaurant qui, bien évidemment, est en train de rentrer dans un marché. Déjà, on garde dans notre marché que c'est les moyens haut de gamme. Là où on rentre aussi, c'est les marchés de l'offre. Donc, il est important, je crois que le rôle de Michelin aujourd'hui dans la restauration, c'est celui de consolider toute cette information qui est en train de graviter sur le web et faire en sorte qu'elle soit présente dans un endroit unique, que c'est effectivement les sites Michelin Restaurant, ex-guide Michelin, voilà, on est un vrai, on peut être vraiment, c'est pour ça que c'est intéressant de parler Google et Michelin, effectivement, parce que théoriquement, nous, on n'a pas besoin de Google. On peut être indépendant et autonome. Philippe, est-ce que vous pourriez vous affranchir aussi complètement de Google Non. Non, absolument pas. C'est-à-dire que ce soit en naturel ou en payant, inévitablement, nous, on a eu comme on est là depuis très longtemps, Google est encore assez gentil avec nous, donc on a un très bon référencement naturel, donc on continue de le travailler et c'est essentiel pour le moment. D'accord, merci. J'aimerais discuter d'un point qu'on a un peu abordé tout à l'heure, c'est la question du mobile. Est-ce que pour vous, c'est vrai qu'on voit que les utilisateurs sont de plus en plus sur le mobile, que ce soit sur le navigateur ou sur leur application. Est-ce que pour vous, les recettes pour émerger, c'est exactement les mêmes que sur le web fixe? Est-ce qu'on reprend toutes ces notions de disruptivité, content marketing, ou il y a d'autres facteurs clés de succès sur ce device-là? Je ne sais pas qui veut... Alors non, bon, déjà au niveau du format du mobile, le content marketing est un peu plus compliqué. Le mobile, aujourd'hui chez Hotels Combine, le mobile dans le monde entier représente 50% du trafic.
parce qu'on est très présent dans des pays d'Asie-Pacifique où la pénétration mobile est plus importante que la pénétration desktop ou Internet. En France, aujourd'hui, on a une belle progression parce qu'on arrive là sur le premier trimestre à peu près 30% des trafics et 20% du revenu. Et la manière dont on market aujourd'hui notre application mobile, qui est hybride d'ailleurs, qui est entre un site mobile et une application, c'est de plusieurs façons. La première, c'est du push, du push d'app dans l'App Store, de l'achat de téléchargement, mais également dans tout ce qu'on fait, c'est-à-dire que tous nos campagnes télé, offline, etc., on parle de l'app mobile. Et ce qu'on voit, c'est que sur nos spots télé, à l'heure de diffusion, on a des gros pics de progression de téléchargement d'app. Donc il faut arrêter de penser le mobile, je dirais, à part. Le mobile doit être au centre de la stratégie et doit faire partie, comme le desktop, des différents types d'interactions avec la marque. Ilan, même constat. Le mobile aujourd'hui, il faut voir ça comme ce n'est qu'un écran supplémentaire. On n'a jamais fait la différence précédemment entre l'ordinateur de bureau, l'ordinateur de la maison, etc. C'est un écran supplémentaire. Par contre, ce qu'il faut regarder sur le mobile, c'est les usages. La différence d'usage entre un mobile et entre un ordinateur et un desktop. Aujourd'hui, nous, dans le tourisme, en particulier sur des vacances, on part 2-3 fois par an pour les plus chanceux. C'est un achat qui est réfléchi, c'est un achat qui prend plus de 30 jours. Il y a beaucoup de temps de recherche. Et le mobile est un écran de transition qui permet de se renseigner. Je prends un exemple, et en particulier sur nous, sur Locatour par exemple, un internaute, avant d'acheter son séjour, va faire 4 sessions. Ce que l'on mesure sur le même appareil. Quand vous rajoutez la disruptivité des appareils, ils vont faire entre 6 et 8 sessions aujourd'hui. Et donc, il faut se servir justement du mobile pour continuer de garder le contact et garder le lien avec le mobile. Alors effectivement, si on va commencer à regarder et à mesurer la performance sur le mobile, souvent en particulier sur des achats de vacances à proprement parler qui sont réfléchis, on va finaliser son achat sur le desktop. Donc c'est très difficile. Quand on va regarder le ROI à la fin, on va dire c'est pas bon. Sauf que derrière, il y a un impact en direct aujourd'hui. Les outils de mesure commencent à émerger. Ça nous permet de commencer à regarder ce qui se passe, mais il faut s'en servir. Et la deuxième utilisation qu'on a, nous, c'est comme outil réellement de fidélisation. La vraie problématique qu'on avait, c'est que le client, une fois qu'il a réservé son séjour, on lui parlait pour lui de dire « Attention, tu pars bientôt en vacances, il faut que tu payes ton solde, merci, et donne-nous ton avis. » Sauf qu'aujourd'hui, au moment le plus important de la relation, on ne lui parle pas. Pendant ses vacances, l'internaute, on ne va pas lui parler. Et c'est là aujourd'hui on a cherché à travailler. On a allié le mobile, on a allié Facebook aussi pour retrouver nos clients, pour leur proposer une application aujourd'hui full fidélisation. C'est une application qui est réservée qu'à nos clients pour améliorer leur séjour en station. Quand ils arrivent, on se lève le matin, quelle est la météo? Quand je vais aller skier, je vais pouvoir mesurer mon parcours sur les pistes, combien de kilomètres j'ai fait aujourd'hui, quelle est la meilleure vitesse, où est-ce que je me retrouve, avoir des informations sur le domaine skiable, améliorer son séjour aujourd'hui. Et là, à ce moment-là, il y a uniquement le mobile qui nous permet ça. Et c'est l'émergence du mobile qui nous a permis de créer ce point de contact avec le client pendant son séjour et d'améliorer cette relation-là avec le client. Et de créer un autre lien qui est simplement n'oublie pas de payer ton solde, tu es un peu en retard et donne-moi ton avis si tu veux bien. Philippe, vous essayez de capitaliser sur le mobile pour justement également améliorer l'expérience client durant les séjours? Alors, il y a 5-6 ans, on a dû faire le choix entre site mobile ou application. Nous, étant donné qu'on était une petite boîte, on n'avait pas vraiment une grande marque, on a décidé de faire plutôt un site mobile et non pas une application, parce qu'on s'est toujours dit que quasiment personne n'allait spontanément télécharger notre appli. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on est très site mobile. Et normalement, Google a annoncé le 21 avril, Google doit prendre en compte sur les résultats mobiles du fait que vous ayez ou pas un site mobile. Voilà. Donc nous qui avons un site mobile, full mobile, j'espère qu'on va pouvoir remonter dans les classements sur Google suite au 21 avril. Alors ensuite, au niveau de la stratégie mobile, effectivement, nous c'est à peu près 30% de nos ventes. Hélas, c'est beaucoup moins en termes de ventes, c'est à peu près dans les 10%. C'est en train d'augmenter. Et on y travaille et on va aussi devoir moderniser notre site mobile. On essaye nous aussi de garder un contact avec les clients. D'ailleurs, je vous encourage à télécharger leur appli parce que je m'en sers moi-même. C'est mon concurrent, mais il a une très bonne appli sur le ski.
Ami aussi. Voilà. Non, elle est sympa leur appli. Alors nous, par contre, on va plutôt essayer de donner des guides touristiques, des bons plans au niveau des vacanciers pour leur conseiller le petit resto sympathique, l'animation commerciale, la discothèque, les balades à faire. Voilà, on va plutôt essayer de donner du contenu pendant le séjour des vacanciers. Luca, est-ce qu'à l'instar des autres panélistes sur le mobile, vous êtes à environ 30% de visites et 10 à 20% de chiffre d'affaires? Est-ce que c'est les chiffres qu'on retrouve chez Michelin Restaurant? Alors, donc, le monde de la restauration, déjà, il est mobile à la base, effectivement, parce que je parlais avec tout le monde a réservé un restaurant en ligne mobile, c'est plus facile, c'est plus pratique, c'est la géolocalisation. On est en mobilité. Donc au niveau des... En fait, plus, au niveau des trafics, on est 50-50, pratiquement. Et la chose intéressante, c'est aussi normal, hein, c'est logique que les chiffres d'affaires, donc les réservations, effectivement, ils suivent. Mais voilà, c'est un peu un marché. Lorsque dans l'hôtellerie, dans les vols, on prévoit beaucoup plus. Dans la restauration, on prévoit bien évidemment, mais on fait beaucoup dans la dernière minute. D'accord. Okay. On va arriver à la fin de cette table ronde. Peut-être en guise de synthèse, est-ce que vous pourriez chacun, j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui, dans l'audience, veulent lancer leur start-up, leur donner un conseil aujourd'hui pour émerger? Qui veut commencer? Je pense qu'on en a beaucoup parlé. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé du coup de Google ou de dépendance. On a parlé de création de marque. Et donc aujourd'hui, vous avez deux façons, je pense, de créer une fidélisation de l'internaute, ou en tout cas de créer un certain stickiness entre vous et l'internaute. Soit vous avez la meilleure technologie au monde, ou en tout cas le meilleur service, ou le meilleur produit, c'est-à-dire qu'il ne peut pas le trouver ailleurs, parce que ça va plus vite, et c'est ce que Google a fait, hein, c'est le meilleur produit, la meilleure technologie aujourd'hui. Ou alors, la deuxième solution, c'est la création de marque à travers une communication, à travers un positionnement différent, à travers un discours différent, enfin un vrai boulot de stratégie marketing comme on a tous appris à l'école. Cela dit, j'ai quand même une chose à vous dire, c'est qu'aujourd'hui, moi j'ai à peu près 20 000 sites affiliés dans le monde. En Europe, j'ai des affiliés, ce sont des marques blanches d'Hotels Combine. Ils ne font aucune création de marque et ils gagnent de l'argent sur Google. Alors on leur pose souvent la question de savoir mais comment vous faites? Derrière, ce sont des data scientists, ce sont des équipes de gens qui passent toute la journée sur de la modélisation financière et de mots-clés, mais ils arrivent à le faire. Donc moi je dis chapeau. Mais je pense que le dernier conseil que je peux donner, c'est vraiment sur cet aspect de stratégie marketing, de penser positionnement, de penser discours. L'Illigo, on a monté l'Illigo en 2005, c'est le premier document qu'on a fait, c'était un brand positioning statement. L'idée c'était quoi? C'est de rendre le pouvoir aux voyageurs. Et ce qui a fait la marque exister dès le départ. La société pour laquelle je travaille aujourd'hui, qui est Hotels Combine, qui est présente quand même dans plus de 40 pays dans le monde, aujourd'hui qui contribue à générer 1 milliard de revenus en dollars de chiffre d'affaires à nos sites partenaires, que ce sont les OTA, les chaînes hôtelières, etc. Aujourd'hui, la boîte, c'est une boîte de technologie. C'est une boîte qui a 10 ans, qui n'a jamais levé un seul dollar, qui n'a jamais eu besoin d'avoir de l'apport de capitaux externes ou de changement de management. C'est une boîte qui a été fondée par des geeks et qui a une technologie aujourd'hui qui est utilisée par plus de 20 000 sites dans le monde. Donc alors, voilà, d'un côté, c'est le produit, la technologie, ou en tout cas, et si possible avec également le positionnement et une véritable stratégie marketing et de création de marque, un discours différent. Ilan, peut-être même, On va essayer. C'est dur de passer après. Après Mickaël, toujours. Toujours. Moi, je vais résumer ce que j'ai dit tout à l'heure pour être bref, mais soyez disruptif depuis le début, aujourd'hui. Pensez à votre positionnement et à votre valeur ajoutée pour le client depuis la conception de votre business model à proprement parler. Ensuite, cette disruptivité, il faut la perpétuer dans votre communication et dans la création de votre marque. Et tout ce que va être Google, Facebook, Criteo, ce ne sont que des outils. Quand vous aurez mis ça en place, ce n'est pas une finalité, c'est le début. Ce ne sont que des outils pour donner de l'écho à votre business model, à votre valeur ajoutée par rapport aux clients
Et c'est le point le plus important. Aujourd'hui, vous avez sur Google, quand vous tapez différents mots-clés, vous allez trouver plein de personnes qui se ressemblent. Ce qui va faire que vous allez choisir, ça va être deux choses. Ça va être la valeur ajoutée, la promesse client et la notoriété de la marque. Vous allez comparer par rapport à 10 personnes et les 3-4 premiers n'ont rien à voir en termes de rentabilité. Il y a énormément de sites internet, il y en a peu qui gagnent de l'argent aujourd'hui. Donc travaillez la valeur ajoutée sur vos clients, soyez disruptifs et allez jusqu'au bout dans votre communication et votre création de marque. Lucas ou Philippe, peut-être promesse client, valeur de la marque, c'est les deux postulats qu'il faut retenir peut-être. Moi, je voulais donner un conseil. Non. En fait, donc, pour moi, une chose importante, c'est qu'il faut que on revienne à la simplicité. Il faut penser simple. Il ne faut pas partir dans trop de technologies, trop de supports, trop de leviers, tout ça. Il faut qu'on revienne un peu aux bases. Si bien évidemment on lance une activité et vous faites votre marketing plan, votre business plan, essayez de faire en sorte de multiplier les canaux les plus rapidement possible pour ne pas être dépendant. Si vous êtes déjà dépendant, travaillez ses clients. Je ne vais pas utiliser les mots faites du CRM, mais travaillez ses clients parce que vous savez que les clients, de toute façon, d'une façon ou d'une autre, il passera sur votre site. Au bout d'un moment, il décide de partir, de rester. Mais travaillez ces clients et créez votre propre base de clients, d'utilisateurs et les fidéliser. De façon que ces clients, la deuxième fois, il n'a pas besoin de passer par un des autres canaux. C'est pour simplifier. C'est vrai que c'est un des paradoxes, c'est qu'on voit souvent des marques et des e-commerçants investir beaucoup en acquisition et derrière un peu gâcher ce travail-là en justement cultivant pas la relation client. Non, moi ce que je voudrais simplement dire, c'est j'ai monté ma boîte il y a 12 ans, on est parti de rien du tout. Bon, maintenant on n'est pas très très haut, mais enfin on est une trentaine. Et ce que je voulais simplement dire, c'est qu'il y a quand même, j'ai lancé un petit peu le débat sur la marque, c'est vrai que c'est important, mais il faut revenir un peu, c'est vrai, aussi à la réalité. Il faut toujours essayer d'avoir deux choses en parallèle. Je trouve que ça devient de plus en plus technique et avec de plus en plus d'intelligence, le SEM, le SEO, là, on est en train vraiment de se développer, nous, beaucoup plus sur le SEO. Ça devient super technique, faut vraiment se creuser les méninges, passer par des spécialistes, c'est super compliqué, et je pense qu'il faut, hélas, le faire. Mais à côté, sur les fondamentaux, sur les marques, sur les services, souvent, on a procédé par des petites touches, et on a un petit peu tous tendance à regarder les concurrents. On est un petit peu jaloux de telle ou telle application qu'ils ont pu développer, donc on veut faire la même chose, et en fait ça c'est très très mauvais. Il faut essayer de se dire, ah bah là j'ai un petit problème, je pourrais peut-être améliorer le service de mon client, ça n'existe peut-être pas encore, ça fait peur, parce que quand on en parle aux ingés, ça leur fait peur, aux marketeurs ça leur fait peur, et ben il faut quand même y aller. Nous on s'est vraiment embêté à faire des cartes géographiques en 3D dans les stations de ski, on a tout positionné, ça nous a demandé 6 mois de boulot, mais maintenant on a par exemple ce développement et on s'en sert encore aujourd'hui. Donc on essaye systématiquement, même quand ça n'a pas encore été fait, et ben on y va, on essaye de... Et ce sont toutes ces petites choses-là qui créent notre petite marque, qui créent nos petits plus et qui nous différencient un petit peu de tout ce qui se fait. Mais à côté, il faut garder les pieds sur terre et ça devient mais vraiment technique, complexe, pas facile. Mais il faut aussi le faire. Merci beaucoup Philippe. Il nous reste un petit peu de temps. Est-ce que certains d'entre vous voudraient poser des questions? Je peux passer dans l'assistance si vous avez envie. Est-ce que quelqu'un veut poser des questions? N'hésitez pas à lever la main. Oui. Oui, bonjour, Stéphane Alcaraz. J'avais une question pour Location. Vous avez dit que vous personnalisiez le site web. Concrètement, vous utilisez un outil ou vous faites tout en interne? Non, j'ai bien dit que le rêve ultime des marketeurs, mais à mon avis, d'ici une année, ce sera fait. Nous allons, je pense tous, là, il y a plein de technos qui sont en train de sortir. On va tous personnaliser nos emails et on va tous personnaliser notre site web. Alors maintenant, si on arrive quand même, c'est pas du one-to-one pour le moment, on a des grandes familles, on a la famille ski en chalet et ski en petit appartement familial, on a aussi la famille grosse villa à Ibiza et on a aussi la famille petit appartement à Benidorm, ça on les a déjà. Et quand vous arrivez sur notre site web, les offres inférieures s'adaptent à ce genre de choses. Maintenant, le one-to-one, le hyper précis,
pas encore, mais ceci dit, quand vous allez voir surfer sur Locason, revenez le lendemain et vous allez voir quand même en dessous, il a quand même mémorisé votre précédent trafic. Donc les maisons que vous êtes allé voir la veille, vous les aurez le lendemain. Et est-ce que vous faites aussi du retargeting? Est-ce que si je vais sur un autre site, je vais revoir la villa Vous allez nous voir partout, grâce à Criteo et grâce à... Mais ouais. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, bah écoutez, je vais vous remercier tous les... Ah, pardon, allez-y. Une chose dont on n'a pas parlé aujourd'hui, on n'a pas parlé des marketplaces par exemple. Et aujourd'hui, pour ceux d'entre vous qui vendent des produits physiques, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire sur ces marketplaces. Aujourd'hui, le web français est encore très cloisonné par rapport au web asiatique ou au web américain. Je prends notre cas aujourd'hui par exemple. Nous travaillons avec des OTA. Donc vous avez bien compris, on a un meta-search, on compare les prix des OTA. Donc aujourd'hui, ce qui était encore impensable il y a 6 mois, aujourd'hui certains pays, particulièrement on a commencé à le faire en Asie, on le fait un petit peu en Allemagne, vous allez aller sur un site d'une OTA allemande, ils vont vous donner leur prix pour une chambre d'hôtel, et puis ils vont vous dire « Ah oui, mais ça c'est le prix chez nous, mais chez les autres, voilà toute la liste des prix. » Et quelquefois, ils sont les moins chers, et donc tant mieux, donc la personne, l'internaute va réserver directement chez eux, mais quelquefois, ils ne sont pas les moins chers. Et donc l'internaute va aller réserver sur une marque de leur concurrent. Et donc ça, c'est une chose qui semblait impensable il y a encore quelques mois, mais aujourd'hui, on est sur de la monétisation additionnelle, donc n'hésitez pas justement à parler aujourd'hui à des gens qui travaillent dans le même secteur que vous, à converser entre vous, parce qu'aujourd'hui, le web a encore du mal à être une vraie toile, dans le sens où vous avez un site de vente, je dis n'importe quoi, d'iPhone, voilà, si personne ne... Vous avez acheté le trafic, on vient chez vous, vous allez transformer à 0,80 à 1%, ouais, mais il y a 99% de votre trafic que vous avez acheté qui ne convertit pas. Donc il faut aussi se poser des questions de savoir comment je fais pour monétiser additionnellement ce trafic-là. Ok, merci beaucoup tous les quatre. C'est la fin de cette table ronde.